Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Et Alban vous le disait, vendredi consacré à l'école en ce lendemain de rentrée scolaire. D'ailleurs, la rentrée se poursuit, notamment pour les lycéens. Aujourd'hui, sans doute dans le lycée de vos enfants, si c'est le cas. Après les secondes hier, ce sont les premières, les terminales en ce vendredi. Nous avons la chance ce matin d'avoir un spécialiste de l'école. Bonjour Laurent Gutiérrez. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes historien, vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation à Nanterre. Alors, comme le chantait France Gall en 64, Laurent Gutiérrez, a-t-elle raison? Est-ce que c'est Charlemagne l'inventeur de l'école? Alors non, Charlemagne n'a pas inventé l'école. C'est une légende, une croyance populaire qui repose sur le projet de Charlemagne de constituer un corps d'enseignants susceptible de former une élite aristocratique, des garçons au Moyen-Âge par conséquent, sur laquelle il pourrait s'appuyer pour diriger son empire. Non, en France, ce que l'on entend communément... Il avait plus en tête l'ENA, si je puis dire, que, alors oui, c'était que plus l'école élites, de Jules Ferry. C'est plus les élites ou les notables que l'école du peuple, en l'occurrence. Oui. Non, ce que l'on entend communément par école, et donc l'école primaire, c'est essentiellement cette idée que les républicains vont mettre en place, et donc notamment Jules Ferry, par les lois scolaires qu'il va faire adopter en 1881, lorsqu'elle va devenir publique dans un premier temps, puis l'année suivante, en 1882, lorsqu'elle va devenir donc obligatoire et surtout laïque. On va faire une histoire express un peu de l'école, c'est très intéressant, mais peut-être une question sur ce rituel de la rentrée scolaire au mois de septembre. On sait que ça n'est pas le cas partout dans le monde. En Europe, par exemple, dans certains, les petits Danois rentrent au mois d'août. On sait que les petits Japonais ils font leur rentrée au mois de mars. Ce rituel de la rentrée de septembre en France, ça date de quand, Laurent Gutiérrez? Alors c'est un rituel qui va être mis en place dès les débuts de la Troisième République, par l'instauration de cette obligation scolaire, avec des programmes qui vont structurer l'année scolaire, mais aussi évidemment toutes ces coutumes, ces manières d'aborder de façon très centralisée en définitive, comme l'État a pu l'être à cette période, c'est-à-dire d'une manière générale, mettre en place des rituels qui vont amener évidemment les petits Français, les futurs citoyens, comme le disaient les républicains. Donc cette idée d'un jour dans l'année où tous les enfants retournent à l'école après une période de vacances scolaires naît avec la Troisième République. Tout à fait. Finalement, ça accompagne l'unification de la nation, quelque part. C'est l'idée, effectivement. L'objectif est de constituer un corps, et ce corps, il va se mettre en place aussi, surtout avec les débuts de la Troisième République, par l'instauration d'une éducation morale qui a pour objectif de faire apprendre aux élèves ces règles élémentaires de la vie morale, comme il était indiqué dans les textes à cette époque-là, pour que tous les petits citoyens aient une culture commune dès cette époque-là, de telle manière à faire nation, si je puis dire, dès la fin du 19e siècle. Alors, vous marquez vraiment dans l'histoire d'une pierre blanche ce début de la Troisième République, avec, je vais citer quelques noms, puisque on voit leurs noms orner nos rues, et on ne sait pas toujours qui se cache derrière. Jean Massé, par exemple, qui dès les années 1860, donc on est encore sous le Second Empire, se bat pour une école gratuite, laïque, obligatoire, qu'accomplira donc Jules Ferry et son assistant, moins connu, son conseiller Ferdinand Buisson. Citons aussi Paul Bert, promoteur de l'éducation civique, et puis ces fameux hussards noirs de la République. C'est là que se noue effectivement ce que vous disiez, le projet politique qui accompagne la scolarisation des petits-enfants, des petits Français. Oui, alors j'accorde une importance à deux des trois noms que vous avez accordés. Jean Massé, puisqu'il est aussi le promoteur de ce que l'on va appeler par la suite l'éducation populaire, avec des cours du soir pour les adultes qui n'ont pas pu aller à l'école auparavant et qui vont pouvoir ensuite s'instruire grâce à ces cours du soir. Et puis, bien évidemment, en histoire de l'éducation, on ne peut pas passer sur Ferdinand Buisson, qui a été un ministre, plus exactement un directeur de l'enseignement secondaire pendant plus d'une quinzaine d'années, si ma mémoire est bonne, et qui va effectivement être une sorte de promoteur avant l'heure d'une pédagogie et d'une réflexion sur la pédagogie pour cette école qui se met alors en place, à travers notamment un dictionnaire célèbre, un dictionnaire de pédagogie, dans laquelle il va regrouper des notices qui permettent à ce moment-là aux instituteurs de savoir ce que l'on entend et surtout ce que l'on attend d'eux
au niveau de l'enseignement primaire en France. Mais alors, vous dites, vous insistez sur ce tournant du début de la Troisième République, Laurent Gutiérrez, mais évidemment, il se passe des choses avant. Bien alors, sûr. ça n'est pas Charlemagne. J'ai appris, par exemple, en préparant cette émission, que le découpage école primaire, secondaire, supérieure nous vient des Romains. C'est un héritage très ancien. Et le premier dans l'histoire à vouloir scolariser les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai découvert que c'était Louis XIV, que ça remontait au XVIIe siècle. Oui, alors en matière d'éducation, l'histoire de l'éducation a reconnu un certain nombre de rebondissements. Oui. Sur l'histoire des idées en tant que telles, on peut effectivement retrouver des précurseurs, notamment chez les philosophes du XVIIe, du XVIIIe. Mais effectivement, dès lors que l'on parle aujourd'hui d'école, on parle plutôt d'une approche, on va dire, institutionnelle. Et donc des lois qui régissent et qui structurent et qui permettent aujourd'hui d'avoir, on va dire, un schéma, une organisation scolaire avec, comme vous l'avez indiqué, des découpages assez prononcés, primaire, secondaire, sachant que le secondaire est conçu en deux parties. Il y a le premier cycle du secondaire avec le collège, le fameux collège, et puis le second cycle du lycée qui est presque une préparation, une propédeutique en fait à ce que va devenir ensuite, pour ceux qui le peuvent, l'université, c'est-à-dire l'enseignement supérieur. Alors évidemment, on va passer un peu vite sur l'école en tant que lieu d'un affrontement aussi entre l'Église et la République. Ça, c'est un aspect très important qui s'est un peu effacé aujourd'hui, quoique on voit qu'il y a encore une concurrence assez vive entre l'école privée, majoritairement catholique, et l'école publique. Mais alors, les enjeux de ces dernières années sont aussi intéressants parce que on voit dans les années 60, c'est l'enjeu de la massification, l'élévation aussi du niveau scolaire avec le fait que les études sont de plus en plus longues. Et on voit aujourd'hui une école qui semble en crise, Laurent Gutiérrez, une crise dont on ne sort pas, avec cette impression persistante que le niveau baisse à l'école, que l'école n'est plus ce qu'elle était. D'où ça vient tout ça, d'après vous ? Alors, vous l'avez évoqué, mais ce qu'on peut remarquer assez simplement, c'est que depuis les années 60, le terme de crise de l'école revient assez régulièrement. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et comme l'avait très bien montré un inspecteur de l'éducation nationale qui s'appelait Louis Cros, il y a une explosion scolaire qui est identifiée assez rapidement après la Seconde Guerre mondiale, avec les effets du baby-boom naturellement. Mais donc c'est la crise de croissance. C'est la crise de croissance. On veut que tous les enfants aillent à l'école et c'est pas évident d'avoir des écoles dans chaque village, etc. Des collèges, des lycées. Alors à ce moment-là, effectivement, la question qui se pose, c'est la prolongation de la scolarité obligatoire, qui va d'ailleurs être prolongée jusqu'à 14 ans en 1936 sous le Front populaire, avec Jean Zay, puis en 1959 jusqu'à 16 ans. Et l'idée, après la Seconde Guerre mondiale, c'est bien évidemment de permettre à ceux qui le peuvent de poursuivre dans l'enseignement secondaire, avec une politique volontariste en matière de construction d'établissements scolaires, au début de la au début de la Ve République. Et là, vous avez toute une politique de construction d'établissements scolaires qui va se mettre en place. Mais on va aborder cette première partie à travers une approche, on va dire, une approche avec des filières, avec des collèges d'enseignement secondaire, généraux et technologiques. Et cette évolution liée à la massification de l'enseignement va bien évidemment déboucher sur une réflexion assez importante, critique assez importante de l'école, et qui reproduit en définitive les inégalités sociales, c'est-à-dire les origines sociales des élèves à travers des filières. Et c'est la raison pour laquelle il y a une réforme assez emblématique, et encore aujourd'hui on en parle beaucoup, c'est la fameuse réforme du collège unique. La réforme Abi, 1975. Exactement, qui va être mise en place à partir de la rentrée 1977, et qui va effectivement regrouper, réunir ces élèves d'origines sociales différentes dans un même et unique collège, et qui va produire bien évidemment un certain nombre de difficultés, et notamment celle de l'hétérogénéité des élèves au sein d'une même structure, à savoir le collège. Et on voit que ce débat, il a toujours lieu. Vous dites aussi, on pourrait y passer des heures, vous dites aussi, très intéressant, que ce qui a changé à l'école, c'est la relation avec les parents. Oui. Les parents, est-ce qu'ils sont trop intrusifs aujourd'hui dans l'école ? Comment leur rôle a-t-il évolué, Laurent Gutiérrez ? Alors, c'est à mettre en perspective avec la place des syndicats enseignants de mon point de vue. C'est-à-dire que nous avons une sorte de baisse progressive du taux de syndicalisation des enseignants qui reste plus la profession beaucoup plus syndiquée que la moyenne. Oui, quand exactement, même, oui, tout à fait. 3 fois plus, 4 fois plus exactement. Mais ce qui se passe, c'est que de façon, on va dire, c'est une sorte de corrélation qui se met en place. Les attentes des parents d'élèves vont être de plus en plus fortes à partir des années 60, notamment des 80 et 90. Et les parents souhaitent et attendent énormément de l'école, puisque eux-mêmes parfois ont bénéficié
d'une élévation sociale grâce aux diplômes qu'ils ont pu obtenir et du coup, et c'est assez logique, souhaitent également que leurs enfants puissent bénéficier d'une évolution sociale ou d'une promotion sociale grâce à l'école. Donc les attentes des parents étant de plus en plus fortes, leur investissement, en tout cas leur attente vis-à-vis de l'institution l'est d'autant plus, et ils vont effectivement s'engager dans les questions, dans les débats sur l'école et devenir aujourd'hui presque l'interlocuteur principal du ministre et des instances liées à l'organisation de l'école, et c'est assez insupportable pour les parents d'élèves aujourd'hui, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, de ne pas avoir d'enseignants en classe devant leurs élèves à la rentrée. Voilà, cet investissement des parents, est-ce que c'est pour le bien des enfants? On aura l'occasion de se reposer la question ce matin, vendredi thématique consacré à l'école. Merci d'être venu sur Europe 1 ce matin, Laurent Gutiérrez. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université de Nanterre. Bonne journée à vous. Merci. 7h23 sur Europe 1.